On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le multi-instrumentiste joannais, Robert Piette, de son nom d'artiste Robert Laine. Il vient de sortir un nouvel album, l'album Hope, produit par André Perry quand même, et avec une sonorité très particulière, des techniques d'enregistrement avec très haute définition. Mais d'abord, elle était la récipiendaire de la finale locale et de la finale régionale de la Montérégie du concours en entrepreneuriat Ose entreprendre. L'entreprise n'a même pas un an. Ça s'appelle le Centre d'amusement au Machin Chouette. Il y a quelques jours, du côté de Mont-Saint-Grégoire, à l'Érablière-aux-Toits-Rouges, se tenait le gala Ose entreprendre, qu'on appelait il y a quelques années le concours québécois en entrepreneuriat. Il y a une finale locale, une finale régionale et il y aura bientôt, au mois de juin à Québec, la finale provinciale, la finale nationale. Et à l'occasion de cette finale montérégienne, la semaine dernière, il y a une entreprise de chez nous qui a remporté la catégorie service aux individus. Il s'agit du Centre d'amusement au Machin Chouette. Avec nous pour en parler, Brigitte Galland. Bonsoir et bienvenue. Et félicitations. Merci. Vous étiez aussi en nomination au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Là, cette fois, vous aviez donc remporté la finale locale du Gala Ose entreprendre, le concours québécois en entrepreneuriat. Là, c'était la finale montérégienne. Il y avait quand même une quinzaine d'entreprises nominées. Oui. Et c'est vous qui l'avez gagné? Bien oui. Wow! C'est ça qu'on s'est dit, nous autres aussi. Quand vous avez vu la liste des autres entreprises, vous vous êtes dit, bon, on a des chances, mais on a une chance sur 15. Une chance sur 15, ça, oui. puis dans toute modestie, on s'est dit, bien, ça ne sera sûrement pas nous, là, mais on a été vraiment... Je dis on, j'étais avec mon mari, mais on a été vraiment super contents. Bon. Oui. Le centre d'amusement Machin Chouette existe depuis pas très longtemps. Ça a fait un an, il y a 2 semaines, le 22 avril. Vous avez fait du chemin? Oui, on a travaillé fort. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, a attiré l'œil des membres du jury afin qu'on choisisse le Machin Chouette? Bien, je pense que le concept de centre d'amusement est quelque chose d'assez répandu et connu. Oui. Puis, ce que je cherchais à faire vraiment à Saint-Jean, c'était de rendre la chose plus chaleureuse et accueillante pour l'ensemble de la famille. Alors que les autres centres d'amusement focus vraiment sur l'amusement des enfants, le plaisir. Puis c'est moins confortable pour les parents. Moi, j'ai développé, tu sais, il y a vraiment comme un salon pour les parents. Il y a des conférences aussi. Il y a une zone pour les jeux calmes, ce qu'il n'y a pas ailleurs non plus. Donc, des blocs, des casse-têtes, des beanbags avec des livres. Mes deux enfants sont complètement différents. Mon fils est très actif, ma fille est plus tranquille. Puis j'ai conçu le centre en me disant, bien, Louis-Thomas va aller sauter partout, puis Claudine va aller lire des livres probablement. Puis je me rends compte qu'au final, mes enfants font les deux, puis la plupart des clients font les deux aussi, là. Comment l'idée a-t-elle germé au début? Parce que vous dites que ça fait à peine un an que vous êtes ouvert. Vous êtes situé dans le complexe Singer, sur la rue Saint-Louis, pour situer un peu les gens. Comment l'idée a-t-elle fait son bonhomme de chemin? L'idée d'ouvrir le centre d'amusement? Ça faisait plusieurs années que j'y pensais. J'avais un bon emploi, par contre. Puis, en fait, l'idée a germé quand le Pasquier a laissé son local vacant pour déménager derrière. Alors, ça fait vraiment longtemps que j'y ai pensé. Je me disais, il me semble que ça serait un bon spot pour ouvrir un centre d'amusement. Il n'y avait rien à Saint-Jean, je n'avais pas encore d'enfants. Alors, quand j'ai perdu mon emploi, ce qui a été quelque chose de très... un conte de fées pour moi, là, quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit... J'étais à la veille de la quarantaine, puis je me suis dit, bon, bien, c'est maintenant ou jamais, je pense que je peux le faire. J'avais des bonnes conditions et, tu sais, ça a été fait... c'était un moment idéal pour le faire, là. Dans le fond... Pour faire un aveu, là, j'étais à la veille d'avoir 40 ans, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait quand je vais mourir? Puis là, je me suis dit, bien ça, je pense que de jamais avoir eu le courage de me lancer en affaires, je l'aurais regretté. Puis là, bien, j'avais un package de départ, puis j'avais tout ce qu'il y avait avec. Toutes les conditions étaient réunies. Oui, vraiment un conte pour de fées. dire, bon, bien là, les planètes sont alignées pour se lancer en affaires, avoir sa propre entreprise. Puis je peux pas dire que ça a été très compliqué non plus, dans le sens que j'ai trouvé les bons partenaires rapidement, parce que je pense vraiment que c'était attendu et désiré à Saint-Jean, un centre d'amusement. Mais vous auriez pu ouvrir toutes sortes de commerces, un restaurant ou je sais pas toi. Pourquoi un centre d'amusement? Bien, dans l'emploi que j'avais, une des facettes de l'emploi que j'aimais beaucoup, c'était l'organisation d'activités, entre autres pour les familles. Là, on organisait ça pour les familles de l'entreprise. Et puis de voir l'enthousiasme puis la joie d'avoir un effet concret dans la vie des gens, dans le fond.
J'étais directrice principale aux communications, je rédigeais des discours, tu sais, c'était dans un bureau. J'avais pas d'effet, j'avais pas d'impact. Je sentais que j'avais pas d'impact. J'ai beaucoup d'admiration pour les infirmières, les professeurs, tu sais, les gens qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Puis là, je me disais que le centre d'amusement, c'était une combinaison de tout ça. Puis franchement, là, quand je vois les enfants puis les familles arriver au machin, ils tournent le coin, puis quand je vois les enfants voir le module pour la première fois, puis les voir comme, tu sais, vraiment être content, sautiller, à chaque fois, je suis contente, je suis émue de le voir, ça. Pour élaborer votre vision, vous vous êtes basé sur vos propres expériences avec vos propres enfants. Oui. Bon, moi, les miens sont rendus un peu plus vieux, là, mais je me rappelle quand même de cette époque où les enfants avaient 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, où des fois, tu te dis, tu t'emmerdes un peu, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. C'est bon, tu peux aller au restaurant, pas au cinéma, mais ça devient redondant à la fin. Donc, souvent, on est, comme parents, un peu toujours à la recherche d'une autre chose qu'on pourrait donc faire. Mais à l'époque où les miens étaient plus jeunes, il n'y avait rien qui existait de ça ici, là. Non. Pas vraiment, très, très peu. Il y a eu quelque chose sur Pierre Caisse, mais ça n'a pas duré très, très longtemps, même pas quelques années à peine. Mais c'est ça, donc il y avait un besoin pour le niveau de population qu'on a ici. Oui, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Tu sais, s'ils ont besoin de s'inscrire, ils peuvent aller faire du karaté, du ballet, du judo, de la gymnastique. Il y a plein de choses qui... Mais des activités ponctuelles où tu dis, bon, bien là, samedi après-midi, il pleut, ou là, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis, il y avait un besoin au niveau de l'organisation de fêtes d'anniversaire aussi, parce que les parents sont très, très occupés. L'anniversaire de l'enfant, pour eux, ça leur tient à cœur, c'est important, mais en même temps, c'est beaucoup de travail, c'est les invitations, faire le gâteau, tout ce que ça comporte, puis c'est aussi faire le ménage après, tu sais. Alors qu'au machin, c'est tout inclus. Avec. Je savais que ça remplissait aussi, un besoin. Bon, à mon époque, pas si lointaine, bien, tu sais, la solution facile, c'était McDo. Oui, mais ça. Il en font encore au McDo. Il en font encore, c'est correct, là, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, on aimerait faire d'autres choses parce que là, évidemment, tu es rarement tout seul. Là. Il y a d'autres personnes. Là. C'est moins intimiste comme fête. Mais au début, est-ce qu'il y avait aussi un certain trac? Parce que là, c'est bien beau d'avoir le projet, les bons partenaires, être sûr de soi, puis louer acheter les équipements. Mais là, le jour 1, puis le jour 5, puis le jour 20, est-ce qu'on se dit, le monde, ils vont-tu venir? Oui. Est-ce qu'il y a eu un stress au début? Bien, j'avais perdu du poids. Je l'ai tout repris, là, parce qu'on vend plein de bonnes choses au machin. Mais oui, non, c'est stressant. Puis malgré que les gens me disaient qu'ils étaient confiants, puis moi, j'avais la conviction que ça fonctionnerait aussi, je me dis tout le temps, tous les entrepreneurs qui se lancent en affaires ont la conviction que ça va fonctionner. Oui. Sinon, ils le feraient pas, tu sais. Fait que je me disais, je suis pas mieux qu'une autre, là. Pourquoi moi, ça... Mais jusqu'à présent, j'ai de la chance. Je travaille fort, mais je pense que j'ai de la chance aussi. Puis je pense que les clients sont enthousiastes. Ils sont contents. Je reçois des bons commentaires. C'est sûr que là, il peut y avoir le stress du début de dire, est-ce que les gens vont venir? Bon, OK, là, ils viennent. Oui. Mais là, après ça, la question, c'est, ils vont-tu revenir? C'est ça aussi. Oui. Bien, j'ai un système de passe annuel. Donc, les gens viennent une fois ou deux, ils l'essayent, puis ceux qui aiment ça reviennent. Ils achètent la passe, puis ils peuvent revenir à volonté pendant 1 an. Puis, on en a vendu des centaines de passes annuelles. Ce qui fait que les gens reviennent. Puis encore, là, on commence notre 2e année. Là. Ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé notre 2e année. Puis il y a des anniversaires qu'on a célébrés à l'ouverture l'année passée qui ont réservé à nouveau pour cette année. Là. Alors, c'est un beau gage de... La récurrence des clients, est-ce qu'elle vient des parents ou des enfants ou des deux? Je m'explique. Parce que souvent, quand un enfant a été bien heureux d'être allé à une place, il va dire à ses parents, « Hey, est-ce que dans 2 semaines, on y retourne-tu? Est-ce qu'on y retourne? » Est-ce que c'est les enfants qui disent à leurs parents, « Hey, on veut y retourner? » Oui, moi, ce que j'entends, c'est que c'est les enfants. Puis souvent, quand je pose la question aux gens qui arrivent, « Est-ce que c'est la première fois que vous venez? » Souvent, je me fais répondre, « Moi, oui, mais lui, ça fait 3 fois. » Parce qu'il a été invité à des anniversaires, parce qu'il est venu avec l'école ou avec le service de garde, ou, tu sais. Fait que souvent, c'est l'enfant qui revient à la maison en disant « Hey, je veux y retourner. » Puis là, le parent l'accompagne. Le parent l'accompagne. Mais le parent ne s'emmerde pas pendant qu'il est là. Bien non, parce qu'on a plein de choses à faire. Il peut aller jouer, le parent, là. Ouais. Il peut y aller à 4 pattes dans le module. On prête des genouillères en caoutchouc pour les rotules fatiguées. Okay. Oui, et on a le Wi-Fi, le bon vieux Wi-Fi. Ils peuvent aller télécharger ce qu'ils veulent, regarder ce qu'ils veulent. On a des magazines. On a... mais
mon objectif, c'était vraiment que le parent joue ou passe un bon moment avec l'enfant pour développer une complicité qui est difficile à faire au quotidien à la maison un peu, là. Donc, la cible d'âge pour les enfants, ça part où puis ça finit où? C'est 6 mois à 12 ans. Dans la réalité, je dirais que le 6 mois, il marche là, pour vrai parce qu'il y a une zone aménagée pour les 0-3 ans. Puis dès que l'enfant est capable de se tenir assis, il peut jouer dans la piscine à balles, il y a plein de choses pour le stimuler. Fait que 6 mois, ça fonctionne. Dans la réalité, 10-12, là, je dirais. Ça dépend vraiment des enfants. Et c'est quoi la capacité des lieux, là, disons, quand c'est bien plein? Là, 265 personnes. Tant que ça? Oui. C'est beaucoup de pieds carrés, ça, là. C'est 8000 pieds carrés. 3 salles d'anniversaire. On a une grande salle de 60 personnes qui peut accueillir 60 personnes. Avez-vous déjà connu quelques journées remplies à capacité? On a reçu, là, je ne sais pas si vous les connaissez, on a reçu Chase, Stella et Marcus de la Patte Patrouille. Et là, on a Ça dû... manque à ma culture, Ah désolé. oui, non, ça, je m'excuse, mais c'est très populaire. OK. Puis quand on les a reçus ce jour-là, j'avais annoncé sur Facebook, j'ai vu l'enthousiasme des gens, les partages, tout ça. Je me suis dit, c'est passé. Je les ai rappelés pour leur demander de venir en 2 phases dans cette journée-là. C'était vendredi saint. Alors ça, on a été obligé de demander à des gens de patienter, qu'il y en ait d'autres qui sortent. Oui, c'est la seule fois où on a eu vraiment beaucoup de monde, là. Donc, en 1 an, il s'en est passé des choses. Visiblement, votre succès a été constaté par d'autres. Vous étiez en nomination au Gala de l'Excellence. Là, vous venez de remporter la finale montérégienne, la finale régionale du concours en entrepreneuriat Ose entreprendre. Là, vous devez vous préparer maintenant pour le Gala national qui a lieu à Québec le 14 juin. Oui. Ça, c'est du sérieux, là? Bien, oui. Je ne m'attendais pas à avoir à repasser une entrevue, mais il faut aller à Montréal passer une entrevue auprès des gens, entre autres de la Caisse de dépôt, mais il va y avoir d'autres gens autour de la table probablement. Puis on se prépare à ça. On va recevoir un petit briefing cette semaine de la part du Centre d'aide aux entreprises. Là, mais et là, vous allez représenter la Montérégie. Oui, avec d'autres. Avec d'autres. Avec d'autres de Saint-Jean, oui. Ça va être une grosse commande. On va se mettre belle. Et ça va être quoi les projets d'avenir pour Machin Chouette pour l'année qui vient? Il n'y a rien de clair encore. On va, bien entendu, faire évoluer nos concepts d'anniversaire parce que si on veut justement qu'il y ait une récurrence de la clientèle, donc on va faire évoluer ça. On travaille là-dessus présentement, des nouveaux concepts. Puis sinon, il y a agrandissement ou achat. J'ai été approchée par des gens pour agrandir ou pour acheter une entreprise aussi. Fait que ça... OK. Il y a d'autres projets, là. Oui, il y a d'autres projets. J'ai aussi... j'avais été approchée pour ouvrir des franchises de la part de quelqu'un de la Rive-Nord puis de Saint-Hyacinthe. Puis mes mentors m'ont dit de me calmer un peu. Oui. Alors, voilà. Mais ça bouge. Oui. C'est pas drôle d'avoir 40 ans? Là, j'ai 43 presque. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Nouvel album. L'album s'appelle Hope, produit par André Perry, mais c'est un nouvel album pour Robert Laine, ou Robert Piette pour les intimes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. En quoi est-il différent de tout ce que vous avez pu faire dans le passé? Bon, c'est le premier, dans le fond, dans le fond, on ne parle pas d'un CD, parce que là, présentement, tu as un CD, mais c'est le premier qu'on a fait en format DSD. Et qu'est-ce que c'est le format DSD? C'est ça. Le format DSD, dans le fond, c'est un protocole. DSD pour Direct Stream Digital.
OK? Ça a été inventé, je pense, dans les années 1999-2000 par Philips et Sony, qui faisait compétition à un autre format qui s'appelait PCM. Là. Ça, c'est un peu de technique. Et c'est que le format DSD, c'est un format numérique à très haute définition. Vraiment, c'est comme du HD. C'est comme si on parle de la télévision 4K, 5K. Bien, c'est un peu la même chose. Ce qui veut dire qu'un format DSD, c'est très lourd. Donc, présentement, exemple, ceux qui peuvent télécharger ça, tu pourrais avoir, je ne sais pas moi, juste un disque comme ça, ça pourrait représenter 1,7, 2 gigs de mémoire juste pour un disque. Juste pour un disque? Oui, juste pour un disque. Donc c'est vraiment énorme. Là. C'est énorme. Mais présentement, on est loin du MP3, là. Oui, c'est ça. Ou du Wave. Oh, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, dans le fond, un peu. C'est que c'est comme si on enlève toutes les compressions possibles. Donc, les audiophiles, eux, veulent ça. Ils veulent... Dans le fond, c'est comme si un audiophile veut ce qui sort du studio sans aucune altération. C'est ça un peu. Donc, ça arrive chez eux, puis là, ils n'ont aucune altération, il n'y a pas de compression, il n'y a rien. Mais à l'époque où on avait du vinyle, oui, ou quand on a eu l'apparition des premiers CD, oui, et là, aujourd'hui, évidemment, bon, moi, c'est comme tu dis, j'ai une version CD dans les mains, mais les gens peuvent la télécharger. Hein? C'est oui, ça l'idée, ultimement, parce que les gens les écoutent dans leurs appareils oui, mobiles. C'est quoi la différence dans la qualité de son qu'on pouvait avoir à l'époque du vinyle versus un enregistrement en format DSD? Bien, aussi bizarre que ça peut paraître, c'est que les versions vinyle étaient de beaucoup meilleure qualité qu'une version CD. C'est que, présentement, exemple, vu que j'ai une version DSD, j'ai pu avoir accès à un nouveau marché dans les Pays-Bas. Donc, c'était vraiment là, un groupe d'audiophiles maniaques, là, vraiment maniaques. Là. Là-dessus, là, il y a 1159 CD, bien, veut dire téléchargements de disponibles. Ouais. Quand on parle d'iTunes, c'est des millions et des millions. Eux, ils en ont 1159, pas plus. Donc, ils vont accepter juste du DSD et, justement, ils vont accepter des anciennes versions analogues qui ont été rematricées. Donc, vraiment, les vieux disques, là, ils ramènent les bobines, ils rematrissent et là, ils mettent ça là-dessus. Je prends un exemple très simple. Disons, je prends mon téléphone cellulaire dans lequel j'écoute ma musique avec de bons écouteurs. Oui. Si j'écoute une chanson en version CD traditionnelle versus une version DSD, est-ce que je vais l'entendre? Est-ce qu'il y a une différence? De quelle façon on la distingue? OK. C'est à cause qu'il va falloir que tu aies des convertisseurs. Présentement, on peut acheter des convertisseurs pour justement entendre avec des écouteurs. Mais ça prend un convertisseur qui va aller chercher, ou sinon, ils vont te le ramener dans la version 1644 ou en MP3 ou en Wave. Donc, tu ne pourras pas aller chercher. Ça prend vraiment des appareils qui vont prendre le signal et ils vont le convertir pour que tu puisses l'entendre dans cette résolution-là. Donc, ça prend vraiment des appareils spécialisés. Mais de plus en plus, pour l'écouter. Mais de plus en plus, donc, je te dirais que c'est démocratisé. De plus en plus, tu peux avoir des appareils de moyenne gamme qui vont pouvoir faire qu'en sorte, tu vas pouvoir l'écouter en DSD. Parlez-nous de l'implication d'André Perry, parce que c'est quand même c'est un nom là, dans le domaine de la musique au Québec, dans le domaine de l'enregistrement. C'est quelqu'un qui a une expérience et une notoriété assez solide. Bien, c'est sûr qu'avec André, pour moi, ça a été merveilleux de faire ça, mon deuxième album avec lui. Et vu que lui, il a tout connu, le système analogue, et ça, donc lui, il peut comparer. Donc là, il m'a dit, quand on a fini ça, il dit, on est rendu qu'on a pu prendre l'analogue et le numérique et faire quelque chose qui sonnait comme dans le temps et même peut-être mieux. Avant ça, il ne disait pas ça. Mais là, il dit, il dit, on est vraiment rendu. Là, on peut faire les deux. Parce que, dans le fond, le DSD fait en sorte que c'est comme si tu prends une technologie et tu enlèves tous les irritants qu'il pourrait y avoir. Et tu écoutes ça, puis c'est chaleureux, c'est enveloppant. Dans le fond, c'est ça. Faut pas que tu entendes, dans le fond, la technologie. La technologie sert justement à ne pas entendre la technologie. C'est juste, elle sert à
avoir une expérience musicale agréable. On est évidemment dans de l'instrumental, Oui. mis à part quelques pièces où il y a des voix hors champ là, qu'on Oui. entend un peu. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un produit instrumental. Puis on le voit, hein, parfois, à chaque année, quand il y a le gala de la disque, on dirait que les gens qui font des trucs instrumentaux, on les voit pas. C'est hors gala, hein, c'est rarement c'est ça, dans le ouais, gala. c'est ça, ouais. Comment un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être pas plus vieux aujourd'hui, mais Oui. comment on arrive à se distinguer dans toute cette industrie de la musique, cette industrie de la musique instrumentale? Vous êtes multi-instrumentiste. Ouais. Bref, comment on arrive à faire sa place? Oh mon Dieu. Je te dirais que je suis peut-être plus connu aux États-Unis, en Allemagne, Ouais. au Japon, qu'ici. Ici, c'est comme... c'est malheureux à dire, mais c'est un peu ça. Ouais, je sais. Tu sais, je veux dire, là-bas, quand ils disent Robert Lenn, quand j'ai sorti mon deuxième album, là, il y avait plein de monde qui l'attendait. Là, il y a plein de monde qui l'a acheté, mais ici, au Québec, je ne suis pas connu. Il n'y a personne qui me connaît. Ce genre de disque-là, ici, au Québec, là, en DSD, là, ça se fait pas. C'est un produit unique, là. Oh, c'est clair, tu sais. Puis c'est sûr qu'avec André Perry, qui est là, qui me pousse en arrière, tu sais, puis qui, lui, justement, a la notoriété, mais aussi a le bagage pour... Parce que, je veux dire, c'est bien beau, hein, tu sais, on le sait, il y a plein de monde, il y a plein de gens qui font des disques, il y a plein de gens qui font... Mais là, après que tu l'aies fait, tu fais quoi? Combien de boîtes de CD que des artistes s'adorent en bas? Parce qu'après ça, c'est fini. Tu le fais, puis après ça, bien là, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus rien. Donc, tu arrives avec ta boîte de CD, puis tu essaies de vendre tes CD. Puis... Comment Robert Piette est devenu Robert Lenn? Oui, ça, c'est que j'ai fait deux premiers CD avec mon nom, Robert Piette. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à jouer à la radio. Et vu que c'est instrumental, donc c'est international, les Anglais ne pouvaient pas prononcer Piette. Ça n'arrivait pas. Là. Ça arrivait pas. Petit, paillette, en tout cas, toutes les N'importe noms. quoi. N'importe quoi. Donc, j'ai dit, il faut que je trouve un nom qui accroche, qui soit simple et qui me représente. Et là, à un moment donné, par hasard, j'ai été sur Internet, j'ai vu des prénoms amérindiens, parce que je joue beaucoup de flûte amérindienne aussi que j'adore. Là, je vois ça. Ah, tiens, Lenn égale flûte. Bon, Robert Lenn. Ça y est. Bon, ça y est, j'ai mon nom. Là, d'ailleurs, dans les instruments qu'on peut entendre sur l'album, il y a 11 chansons, dont une qui est... deux qui est de Robert, oui, donc, de toi-même. Mais il y a aussi Alléluia de Leonard Cohen, il y a des chansons de Sting, de Michael Jackson, bref, il y en a aussi je cherche encore, de Zachary Richard, bref, il y a différentes pistes. Mais il y a aussi tous les instruments qu'on peut entendre. Évidemment, la trompette, les percussions, la guitare électrique. Et là, c'est drôle, ce matin, j'ai accroché parce que je l'ai écouté ce matin. Et là, je regardais Flugelhorn. Ouais. Et j'essayais de traduire l'instrument et j'y arrivais pas. Ouais. C'est quoi en français un Flugelhorn? C'est un bugle. Mais encore là, un bugle, on dit ça aux gens. C'est quoi un bugle? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme une trompette, mais en plus gros format. Dans le fond, un bugle, s'il y en a dans le temps qui ont connu Chuck Mangione, c'était le roi du bugle dans ce temps-là. Donc, c'est comme une trompette, c'est plus gros, c'est plus velouté, c'est plus rond. C'est entre le corps et la trompette. C'est ça, c'est un entre-deux, là. C'est l'entre-deux. C'est vraiment pas agressant comme instrument, c'est vraiment doux, tu sais. C'est ça. C'est pour ça que le disque, dans le fond, il est vraiment... on le retrouve beaucoup dans plusieurs chansons, là. Oh, oui, la plupart. À chaque fois que je joue d'un instrument, l'instrument principal, c'est le bugle. C'est vraiment fait avec le bugle. Et pourquoi le bugle? Pourquoi cet instrument-là? Qu'est-ce qui... Bien, je pense que ça allait aussi avec le style qu'on voulait lui donner, un style... Parce que là-dessus aussi, il y a des corps et aussi il y a des trombones. C'est comme le bugle allait avec tout ce style-là qu'on voulait avoir, chaleureux, doux, enveloppant. Et une trompette, on le sait que ça peut être aussi un peu strident. Donc, disons qu'on a vraiment voulu l'envelopper, que les gens se sentent enveloppés avec ce genre d'instruments-là. Et ça, dans le fond, c'est enregistré en petits morceaux, là. Oui. Parce que... Oui, j'ai tout fait. Ouais, c'est ça qui est fantastique, là. Ouais. C'est d'écouter le produit final. Oh, oui. Et c'est de savoir que chaque instrument a été enregistré un à la fois, puis toute cette préparation. Oui, et c'est peaufiné, là, je dis, là, c'est comme, on a travaillé 7 mois là-dessus. Là. Des fois, il m'appelait, là, enlève ça, tu sais, une petite ligne là.
Écoute, c'est vraiment, là, c'est peaufiné, là, c'est comme à la croche près, là. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas que ça paraisse comme ça. Il faut que ça ait l'air de quelque chose qui est coulant, de ça. Et là, quels sont les projets à venir pour Robert Laine ou encore même Carole Ménéghel, la maison Apollonia? Donc, c'est quoi les projets? Oui, c'est justement Carole, justement, c'est elle qui a prêté sa voix. Oui, c'est ça, j'ai entendu la voix de Carole à 2-3 occasions ce matin. Ouais. Puis ça a été drôle. Puis juste une petite anecdote, parce qu'à un moment donné, André il me dit « Ah, là, j'entends ça, il dit la voix, puis ça. » Mais là, je dis « Carole, elle chante. » Là, j'ai eu un silence. Ah, ouais, elle chante, OK. Parce que lui, bon, c'est le chum avec la blonde, puis ça, tu sais. Puis là, à la fin, quand il l'a entendu, il a capoté complètement. Il dit « Ah oui, on la met sur le disque. » tu sais. Et les projets, je te dirais qu'on a un nouveau projet qui s'en vient. On veut faire un spectacle, je te dirais, qui est basé sur l'environnement. Donc, avec Carole, avec un scénario, des musiques qu'on a déjà et de la nouvelle musique aussi pour l'environnement, dans le fond. On veut donner quelque chose pour l'environnement, musique et naturellement images. On veut même peut-être se mettre avec un photographe. Donc, dans le fond, le multimédia, dans le fond, qui nous intéresse. Ouais. Bien, Robert, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci à toi. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Samedi, le 13 mai, dès 9h30, dans le Vieux-Saint-Jean, traditionnel défilé militaire. Donc, c'est un moment, vous savez, on est une ville garnison avec la base et bien sûr le collège militaire. Donc, c'est une journée importante. Amenez vos appareils photo, bien sûr. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission porte le même nom que la ville. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des dépositaires, www.tvhr9.com. Et puis, entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel, plus facile et plus rapide. Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.